8h40, la France est-elle à la veille d'un grand mouvement social? On se pose la question ce matin sur Europe 1. C'était le thème de l'édito d'Alexis Brézet tout à l'heure. La question, en tout cas, agite la presse en ces premiers jours de l'année, à l'approche de la présentation de la réforme des retraites. Alors, vous savez qu'aujourd'hui et demain, la première ministre, Elisabeth Borne, va enchaîner les entrevues avec les syndicats de salariés et patronaux. Mais y a-t-il encore vraiment des marges de négociation? On en parle ce matin avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et meilleurs vœux à vous en cette nouvelle année. Meilleurs vœux également François Calfon. Bonjour François. Éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. On parlera également aussi d'Omar Sy dans quelques minutes, je vous l'ai promis. Mais d'abord les retraites. Entrevue donc à Matignon aujourd'hui et demain. François Calfon, histoire de tâter le terrain sur les contreparties éventuelles à la mesure phare de la réforme qui est le relèvement de l'âge légal de départ à 65 ans. Est-ce que ces rencontres, elles ont lieu un peu pour rien? Je vous donne juste une citation du monsieur retraite de la CFDT ce matin dans les Échos. Il s'appelle Yvan Ricordo. Il dit: bon, dès que les contours de la réforme seront connus, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous mobiliserons. Il n'y a aucun suspense là. Le problème, c'est la méthode du gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous indiquez le point d'arrivée, qui est un point d'arrivée que tout le monde conteste dans toutes les organisations syndicales, qu'elles soient réformistes ou plus radicales, vous avez une difficulté. La deuxième chose, c'est que les à côté de cette réforme, qui sont par exemple l'emploi des seniors, c'est une mesure vague alors qu'il faudrait des mesures coercitives. Alors vous dites à côté, moi j'ai dit contrepartie, mais il y en a quand même beaucoup. C'est quand même une occasion de négociation importante pour les syndicats. Certes, 65 ans, ça leur plaît pas, mais si à côté... C'est pas seulement que ça leur plaît pas, parce que vous avez trouvé à chaque fois, enfin je suis pas l'avocat de la CFDT, mais, ou de l'UNSA, mais vous avez trouvé à chaque fois la CFDT ou l'UNSA, y compris pour cette fameuse réforme systémique à laquelle moi je ne comprenais rien, mais il y a la reconnaissance parmi les organisations patronales et salariés qu'il faut bien sûr remettre l'ouvrage sur le métier des retraites régulièrement. Il y a la reconnaissance que naturellement l'espérance de vie avance. Tout ça est connu et reconnu. On passe pratiquement 30 ans de sa vie aujourd'hui on à la retraite. On n'en parle plus, mais je vous rappelle quand même que la réforme Touraine est passée comme une lettre à la poste, parce que tout le monde sait bien qu'il faut finalement plus d'années de cotisation. Mais cet âge couperet est profondément inégalitaire et tout le monde le sait. Ensuite, ce même gouvernement, c'est un peu Pénélope, c'est eux qui ont détruit les critères de pénibilité en arrivant aux responsabilités. Alors maintenant, ils disent il faut réintroduire la pénibilité. Mais on marche sur la tête. Il y a une forme d'insincérité. Ça, c'est sur le plan social. Et je d'insincérité, carrément. Bien sûr, c'est vrai. Genre inconstance ou variabilité peut-être, mais pourquoi vous dites insincère, François Calfon? Parce que en réalité, et je l'ai déjà dit, c'est une réforme qui est là pour être un marqueur vis-à-vis de l'Union européenne, puisque ce gouvernement est incapable de tenir la ligne de crête de la lutte contre les déficits. Et tout ça peut se terminer par un 49.3, un de plus. Je ne veux pas être trop long, mais à lancer, je laisse la parole à ma contradictrice. Voilà, d'ailleurs, à l'instant, Elisabeth Borne confirme une entrée en vigueur de la réforme à la fin de l'été et 43 ans de cotisation, soit conformément à ce qui est déjà en vigueur depuis la réforme Touraine de 2013 qui se met en application progressivement. Eugénie Bastier, alors d'abord sur l'utilité ou pas de ces rencontres entre la Première ministre et les partenaires sociaux. On est vraiment dans le théâtre pour rien, d'après vous? Oui, je pense que c'est une mise en scène pour que le gouvernement donne l'impression de négocier. Moi, tout simplement, je pense que la réforme de la retraite est finalement la rançon ultime du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer, on a un pays qui est sous perfusion sociale. Il faut bien que Emmanuel Macron offre finalement une réforme, montrer qu'il est encore réformateur, montrer qu'il a encore cet ADN de libéral qu'il avait au début de son entrée en politique. Et je crois qu'il est obligé de la faire pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, c'est tellement la raison du quoi qu'il en coûte qu'on a même eu Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui a dit qu'une partie des bénéfices de cette réforme des retraites pourrait être réallouée à d'autres budgets, par exemple l'école ou la santé. Donc ce que disait aussi Emmanuel Macron. Oui, et donc moi, il me semble que ce n'est pas une bonne chose. Donc si je caricaturais, vous pensez que ce sont les marchés qui dictent cette réforme des retraites? Je pense que la France est dans un tel état de déficit qu'il faut au moins offrir une réforme au marché, et cette réforme, c'est la réforme des retraites. Et finalement, c'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. On ne peut pas indéfiniment mettre le pays sous perfusion et sociale sans mettre en place une réforme. Et je trouve que, moi, je ne suis pas convaincue à 100% que cette réforme soit absolument nécessaire, mais en tout cas, elle est dans les circonstances actuelles et du fait que la France n'a plus les moyens de... Ça, c'est intéressant. Vous dites, c'est pas sûr que la réforme soit nécessaire, mais les circonstances la dicteraient. Je vous pose la question très directement aussi, François Calfon, parce qu'il y a deux scénarios qui circulent, en fait. Il y a ceux qui
vous disent bon, les Français sont dans une situation si compliquée avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat. Bref, ils sont complètement, tétanisés qu'ils ne bougeront pas pour la réforme des retraites. Ouais, moi, je ne crois pas à ça. Alors, et puis, il y a ceux qui disent non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, l'étincelle, elle viendra peut-être pas de la réforme ou de la rencontre là, avec les syndicats, mais elle viendra, c'est sûr, d'où on ne l'attend pas. Typiquement, le boulanger étranglé par les factures d'électricité. Vous pensez que vraiment, je vous donne aussi ce sondage, parce que le chiffre m'a frappé, 78% des Français considèrent, selon un sondage IFOP récent, là, qu'un conflit social lié aux retraites ou au pouvoir d'achat aura lieu au premier trimestre 2023. 78%. Parce que si vous voulez, vous pouvez pas, comme Catherine Ney l'a dit tout à l'heure, avoir un président totalement hors sol qui semble ne pas comprendre les Français, qui découvre la crise climatique, qui découvre l'inflation dans ses déclarations. C'est tout à fait stupéfiant. Et de l'autre côté, il y a la réforme dont on ne parle pas, mais il y a la réforme de l'assurance chômage, où par un décret, sans aucune discussion avec les partenaires sociaux. Je vous rappelle que l'assurance sociale est censée être gérée par les partenaires sociaux. On avait fait mis un coup de rabot de 25% finalement de l'indemnisation du chômage. Finalement, c'est 40%. Donc, si vous voulez, l'adage, c'est suivant qu'on soit puissant ou misérable. En macronisme, c'est pas du et en même temps. Alors, vous savez quand même que sur l'assurance chômage, l'opinion des Français a complètement bougé en 20 ans. Il y avait une hostilité. J'entends ce que vous dites. Et ce genre de mesures il y a 20 ans, il y a un soutien. Il y a les réformes oubliées. Entendez quand même qu'en décret en Conseil d'État, sans aucune négociation avec personne, le gouvernement a réduit de 40% l'indemnisation du chômage. C'est pas encore fait. Oui, mais personne ne proteste. Ouais. Moi, je crois qu'on prend aucun risque à prédire un conflit social en France, mais je crois que, moi, je pense que on est quand même dans une situation d'anesthésie et d'une forme de. On a un pays qui est sous anesthésie et sous perfusion sociale, qui ne bouge pas. Et Jérôme Fourquet le disait très bien dans le Figaro. Ce qui frappe en fait le politologue qu'il est, c'est une forme d'apathie sociale. Il dit léthargie politique. Léthargie politique, le fait que les Français se désintéressent de la politique. Et c'est vrai qu'on est dans une situation différente de celle des Gilets jaunes, où finalement on a basculé dans la politique du chèque et de la perfusion au moment des Gilets jaunes. Et depuis, on n'en est jamais sorti. Mais on n'est pas dans la même situation. Au moment des Gilets jaunes, il y a des mesures du gouvernement qui entament le pouvoir d'achat des Français, et il n'y a pas de mesures de perfusion ou de chèque. Au contraire, Emmanuel Macron est dans une espèce de politique libérale sur l'individualisme, sur il faut donner une prime à la responsabilité, etc. Là, on a changé, on a basculé depuis 5 ans. On n'est plus dans cette logique-là. Donc moi, je vois pas. Les Français, je pense, sont en colère, mais ils se disent aussi qui on met à la place d'Emmanuel Macron. Qui ferait mieux que lui, et il nous donne quand même énormément de chèques, etc. Donc moi, je suis très sceptique sur la possibilité d'un mouvement social. Laissez-la finir. Non, mais simplement, c'est juste une remarque. Le pouvoir d'achat continue de s'éroder en réalité du fait de cette hyperinflation qui n'est pas compensée. Alors quand moins que dans d'autres pays. Hyperinflation, c'est de l'inflation. Il y a quand même une hyperinflation parce que sur techniquement, c'est au-dessus de 50%. Non, mais il faut arrêter de prendre les statistiques à 8%. Déjà, ce qui est relativement important. Sur les produits de base des Français, on est plutôt à 20% sur le produit alimentaire. Quand vous êtes proche du SMIC ou en dessous du SMIC, les 20%, vous les prenez dans les dents. Et ces histoires de chèques où il faut s'inscrire par Internet, etc. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que dans l'état profond, comme dirait Emmanuel Macron, tout le monde sait qu'il y a un non-recours énorme à toutes ces aides. Donc en réalité, ceux qui terminent finalement le mois à l'euro près vont terminer le mois à l'euro près au 15 du mois. Voilà la réalité objective. Alors il y a peut-être une politique du chèque, mais c'est quand même les Français les plus modestes, dont je rappelle qu'ils n'ont plus le droit depuis ce 1er janvier à rentrer dans les métropoles avec les ZFE, qui à chaque fois payent la facture. Alors sachant que les Français, les chèques, ils ne s'en satisfont pas. En plus, il y a un problème de dignité. Il y a un autre aspect à cette réforme qui m'intéresse concernant les organisations syndicales. On le voit qu'elles sont placées au centre du jeu parce que évidemment ce sont des partenaires sociaux, mais est-ce qu'elles sont vraiment dans le coup? Je vous donne 2 exemples. Vous avez la grève de Noël à la SNCF, alors qui a été accompagnée par les syndicats, mais elle n'en était pas à l'origine. Et puis là, on a ce mouvement aussi des médecins libéraux. C'est un collectif, ce ne sont pas des syndicats. Et alors, vous disiez tout à l'heure, c'est différent des gilets jaunes. Hier, Frédéric Dabi, au micro d'Europe 1, disait non, c'est typiquement de la gilet jaunisation, à savoir que c'est la base aujourd'hui, ce défait aujourd'hui des mots d'ordre donnés par le sommet. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Dabi, donc je ne vais pas chercher une fausse opposition. Ça participe de la crise de la représentation. Ça n'a rien à voir avec ça. Je regardais avant de rentrer dans le studio le classement du JDD sur les personnalités. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ça. La première personnalité politique, elle apparaît 20e. Personnalité syndicale, il n'y en a aucune. 35e, et c'est Emmanuel Macron. Voilà, parce qu'il a la notoriété du président. Popularité ou notoriété. Dans le temps, il y avait aussi des personnalités de la société civile qui parlaient finalement politique au sens large. Vous n'avez
avait plus que des footballeurs ou des artistes. Donc il y a une décorrélation entre les Français et tous ceux qui sont censés les représenter. C'est le cas chez les médecins libéraux, c'est le cas à la SNCF. Il y a cette toujours vision d'un troupeau sans berger, mais bon, finalement, les Français sont des grandes personnes aussi, hein, quelque part. Mais c'est vrai que ça interroge. Ce ne sont pas des moutons pour autant. Non, mais il y a une déstructuration peut-être aussi. Une désinstitutionnalisation, une désintermédiation qui fait qu'effectivement, les mouvements peuvent être sporadiques et spontanés. Après, encore une fois, j'ai l'impression on est dans une espèce de politique d'interrègne, c'est-à-dire on est dans une situation de transition. Le vieux monde s'est effondré. Enfin, le nouveau monde qui est devenu le vieux monde, c'est-à-dire le monde du libéralisme, de la mondialisation, s'est effondré pendant les 3 dernières années avec la crise du Covid, puis la crise de l'énergie. Et en fait, on ne sait pas dans quel autre monde nous allons basculer. Et on est dans cette espèce de politique d'intérêt, et chacun annonce l'apocalypse, que ce soit la guerre civile, l'apocalypse climatique ou le conflit social qui engendrera une forme de révolution. On attend, il y a une espèce d'attente comme ça. Ou bien le déclin qui est l'apocalypse. Une catastrophe qui dénouera tout, mais je crois que c'est un peu illusoire. Raison, et c'est assez inquiétant en réalité, parce que le nouveau monde, la crise intervient quand le vieux monde n'arrive pas à mourir, le neuf n'arrive pas à naître. C'est notre ami Gramsci qui disait ça, mais la vérité est que si vous prenez les leaders des Gilets jaunes, il y en a eu tellement qui sont passés dans les émissions, etc. Plus aucun n'a émergé, on a transformer cette action citoyenne un peu désordonnée par un agenda politique. Je voudrais que vous me donniez chacun votre point de vue, alors sur une autre affaire moins importante, si je puis dire, mais tout de même peut-être révélatrice, cette polémique entourant Omar Sy. Dans son dernier film qui sort demain, le comédien joue un tirailleur sénégalais, envoyé avec son fils à Verdun en 17, et il déclarait, Omar Sy, dans une interview promo du film au Parisien dimanche: l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Je suis surpris que les gens soient si atteints, autrement dit par le conflit en Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints, point d'interrogation. Alors cette dernière phrase a déclenché beaucoup de réactions. Ingratitude, dérangeant. Beaucoup de personnalités ont pris la parole. Ingratitude, dérangeant, vous adoptez ce point de vue sur ces mots d'Omar Sy. Le Parisien d'ailleurs publie un article ce matin pour prendre un peu la défense d'Omar Sy en expliquant les coulisses de l'entretien, en disant c'est le journaliste qui a parlé de la guerre en Ukraine. Non, mais on connaît cette technique rhétorique. Vous savez, c'est avant on disait et la Palestine dans tout ça, c'est-à-dire que dès qu'on vous interrogeait dans un conflit dans le monde, qu'on était un peu à gauche, on répondait oui mais la Palestine. Et là maintenant c'est oui mais l'Afrique. Vous nous parlez de l'Ukraine, mais c'est l'Afrique. C'est un processus classique de rhétorique qui s'appelle le whataboutism, c'est-à-dire what about. On se bascule sur un autre sujet et ça montre une certaine gêne. C'est-à-dire en gros l'idée derrière c'est que vous êtes raciste, c'est-à-dire que vous parlez des conflits de blancs, vous ne parlez pas des conflits quand ça touche les Africains. Donc il y a une volonté de culpabiliser l'Occident qui est très déplaisante et ingrate en effet de la part d'Omar Sy qui a reçu beaucoup de choses de la France et qui oublie qu'effectivement beaucoup de soldats français sont allés mourir notamment au Mali et je suis pas sûre d'ailleurs que l'État malien subventionne des films à la gloire des soldats français qui sont allés mourir pour les préserver du terrorisme. Bon, écoutez, Jenny Bastier transforme Omar Sy en militant wokiste. Moi, je crois que c'est simplement un artiste qui a des opinions. Donc, c'est-à-dire il a des opinions. Beaucoup d'artistes ont des opinions, sont en effet il ne les exprime pas comme un militant politique. Mais enfin, je suis allé un peu regarder, puisque finalement, la question, j'ai regardé les 2 déclarations. Ouais. La première déclaration, il y a des guerres oubliées. Bah oui, il y a des guerres oubliées. Franchement, ne pas le dire. Et merci Omar Sy de l'avoir signalé. La France est impliquée, livre des armes au Yémen. Il y a eu 15 000 enfants yéménites qui sont morts depuis des années dans le parfait oubli. Il y a actuellement une guerre en Éthiopie. Les États africains s'en préoccupent du Yémen ? Attendez. Une guerre en Éthiopie. Il y a 800 000 morts. Et je reviens quand même parce que derrière ça, il y a le statut des tirailleurs sénégalais et de cette patrouille de France. Et moi, je suis d'accord avec Omar Sy qui a survolé au moment du festival de Cannes pour saluer le scientologue, n'est-ce pas ? Comment s'appelle-t-il ? Tom Cruise. Au moment de la sortie du film. Au moment où il y a un film sur les tirailleurs sénégalais. Alors, je vous prends non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit mais c'est moi qui on a dit on a eu la patrouille de France pour Tom Cruise, les tirailleurs sénégalais l'auraient davantage. Mais c'est certain. Je suis d'accord. Mais c'est certain. Et moi, je veux signaler un fait historique des tirailleurs sénégalais. Ce matin, pour vos auditeurs, il y a eu la Première Guerre mondiale. Il en parle. C'est 200 000 tirailleurs sénégalais, d'ailleurs, des spahis marocains, l'ensemble des colonies. La deuxième DB qui a libéré Paris. Il y a des avenues partout de la deuxième DB. Au moment, elle a libéré Paris et les soldats africains, il y a eu 10 000
soldats africains, noirs, maghrébins qui ont libéré la Provence. C'est ça la réalité. Donc la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais, oui, non, mais je le fais exprès. Oui, mais François, il y a dans toutes les cérémonies, dans les conflits, y compris de décolonisation, on salue les Français musulmans. Eh bien oui, la patrouille de France, oui, l'armée française, oui, la Légion étrangère, puisque vous parlez des soldats au Mali qui ont la France s'est faite de la grandeur des étrangers qui s'y sont engagés. Les deux derniers films qui ont été faits sur la Première Guerre mondiale en France, c'est Indigènes et les tirailleurs qui sont des films sur les minorités dans la Première Guerre mondiale. Ça me gêne pas, mais ne dites pas qu'on n'a pas d'importance, puisque les deux derniers films sur la Première Guerre mondiale leur sont consacrés. Les Américains ont exigé du général Leclerc qui supprime les soldats africains pour libérer Paris. Voilà ce qui me gêne, et c'est bien de l'avoir rappelé. Moi, ce qui me gêne, c'est dans l'entretien, voilà la question du journaliste. Personne n'imaginait qu'il y avait des Noirs à Verdun. Et la réponse de Merci, mais c'est ça, il y a tellement de films, de livres sur la guerre, on n'en a jamais eu de traces dans tout ce que j'ai pu recevoir comme apprentissage. Pardon, l'imbécile, c'est le journaliste, en l'occurrence, parce que franchement... Non, là c'est faux. Faut bien dire ce qu'il faut. Les tirailleurs sénégalais, et on n'a pas attendu Omar Sy pour en parler dans les livres d'histoire. On n'a pas entendu. La question du journaliste est vraiment très mal posée. Alors c'est peut-être qu'il répond ça en pensant dans sa génération lui-même, mais moi j'ai toujours su cela, et c'est d'ailleurs pour ça que je prône une politique de la francophonie, de la générosité avec les anciennes colonies, qui ont donné, qui ont reçu, bref, nous avons un passé, et j'espère un avenir commun. La patrouille de France pour les tirailleurs sénégalais, et faisons la proposition. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus ce matin, c'était très intéressant. François Calfon, Eugénie Bastier, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous les deux. 8h56, place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1.